Toujours un peu de barbe. La barbe du confinement. On va laisser comme chaque fois notre classique, on va laisser les gens arriver puisque on fait la vidéo en premier sur un Facebook Live. Donc on va laisser les gens arriver pour ce qui va être dans le fond l'histoire de Fear. Je vais me répéter là, quelques fois puisqu'on va laisser les gens, comme je disais, là, arriver tranquillement. Donc je vais vous présenter la bière d'aujourd'hui. Quelle bière boit-on aujourd'hui? On boit local, même si Fear n'est pas un band local. D'ailleurs, on va faire aussi des historiques sur des bands locaux. Là, on va y venir. J'ai comme un gros setlist de groupes que je veux faire. Donc aujourd'hui, la bière qu'on va boire pour cette capsule sur l'histoire de Fear est la EP, bien sûr, des profondeurs de la microbrasserie Nouvelle-France. Nouvelle-France qui ont commencé à faire des produits plus funky qu'à leur habitude. Depuis les 2 dernières années, là, ils ont vraiment pris le marché de surprise. C'est vraiment des beaux produits. Je vous conseille fortement, si vous aimez la bière, de boire cette bière-là, bien sûr, de nos amis la Nouvelle-France que l'on salue. Salut gang, c'est ça qu'on va boire aujourd'hui pour cette chronique de Fear. Non pas que j'ai peur de cette bière, loin de là. Il y a du monde qui ne savent pas ce que Fear veut dire, c'est peur. Je serais surpris, mais ça peut arriver. Il n'y a rien de mal là-dedans. On est français après tout. Francophone, québécois de souche. Je suis un québécois de souche. À votre santé, gorgée. Salut tout le monde, merci d'être là, sérieusement. On a commencé ça au début du confinement. Comme je l'ai peut-être déjà expliqué, je me répète souvent dans la vie. C'est ça que ça fait un DJ, ça se répète. Quand Prescription Punk Rock a officiellement arrêté, il y a 10 semaines, ça a été un peu bizarre parce que je vivais un peu ma vie à 400 à l'heure. On avait beaucoup de projets. Là. On a C'est ma tournée qui est dans le fond un projet. On va dans les microbrasseries. Excusez, je gère ma bière. On va dans des microbrasseries, brasseurs sur demande en fait, et on fait une entrevue avec un groupe qui est en tournée et on jase là bien sûr de comment se passe la tournée, qu'est-ce qu'ils boivent, leur goût, puis on se fait du fun avec ça. D'ailleurs, allez liker le groupe C'est ma tournée, il y a une page Facebook, c'est un beau projet, d'ailleurs qui est sur la glace présentement puisque, ben, comme vous le savez, là, avec la COVID, les microbrasseries ne sont pas encore ouvertes, puis il y a bien des choses là, qui se sont passées, donc c'est sur la glace pour l'instant, mais aussitôt que tout va revenir à la normale, on va continuer. Donc c'est ça, l'émission de radio est sur le hold. Mais j'ai une bonne nouvelle en primeur pour vous autres. Je vous donne cette nouvelle-là aujourd'hui en primeur, je vais l'annoncer dans les prochains jours, mais Prescription Punk Rock sera de retour sous peu. Idéalement, peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine. Donc, d'ici 2 semaines, préparez-vous à une émission à bloc. Je vous le dis, elle va être à bloc de Prescription Punk Rock. Malheureusement, je ne serai pas live en studio puisque les studios sont toujours inaccessibles là, pour nous, vu la COVID-19. Mais on a préenregistré. J'ai travaillé fort là, à faire du montage, à convertir des fichiers audio pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça, on est en train de préparer le tout. Donc, ça s'en vient à grands pas. Et d'ici là, ben, on continue les entrevues. J'en ai parlé souvent. On a fait plusieurs entrevues. Dernièrement, on a ajouté l'entrevue avec Cadaver, formation de death metal sur Nuclear Blast Records. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. C'est avec le drummer de Megadeth, quand même. Donc, on a eu la chance vue. Allez aussi voir l'entrevue avec la formation québécoise Arsenic. C'est quand même quelque chose, tu sais, on dit souvent que les jeunes, il n'y en a pas au niveau du punk, on est tous des vieux schmucks, mais c'est pas vrai. La formation, si je me rappelle bien, ont 16-17 ans les gars, puis ils jouent en tabarouette, sérieux, c'est vraiment bon ce qu'ils font Arsenic, donc allez écouter l'entrevue. Donc c'est ce qui m'amène à plugger ma chaîne YouTube de Prescription Punk Rock. D'ailleurs, ces vidéos-là que vous voyez en live présentement sont disponibles aussi là, via la chaîne, donc vous écoutez peut-être la capsule là, via notre chaîne YouTube. Merci. On vous invite à vous abonner. Je sais qu'on fait beaucoup de pauses pour booster la chaîne parce que c'est assez dur de sortir quand vous faites une recherche quoi que ce soit, c'est assez dur de sortir puisqu'on n'a pas assez d'abonnés et il n'y a pas assez de vues au niveau des vidéos. Donc, selon l'algorithme de YouTube, on est en bas. Puis on veut monter plus haut parce qu'on veut partager l'histoire du punk rock, puis on veut continuer à ce que le punk rock grandisse et bien sûr, là, parallèlement, tout ce qui va avec, là, toutes les scènes de ska, hardcore, etc. Je pense que c'est important, donc on a besoin de vous autres. Toi là, pas dur, là, t'as juste à faire abonner. Si t'as pas de compte, crée-toi un compte, ça prend 2 secondes, ça va vraiment faire la différence.
Donc c'est ça, allez checker la chaîne YouTube, le vidéo va être disponible. On a déjà fait l'histoire en 2 parties de Black Flag, on a fait l'histoire de Dem aussi en 2 parties. Et ce soir, l'histoire de la formation qui fait peur, Fear, formation californienne. Fear a une histoire très intéressante, vous allez voir. C'est un groupe qui a marqué la scène punk rock, mais qui ont flirté un petit peu. Ils ont été proches d'être mainstream, puis vous allez comprendre pourquoi, grâce à un allié de taille qui les a aidés, qui est surprenant, mais d'une certaine façon que c'est compréhensible si vous connaissez l'artiste. Donc, ensemble, on va plonger dans l'histoire de Fear. Merci d'être là, merci toute la gang. Je vois plein de monde là. Mel, salut Mel. Phil V, Max Veilleux, Gab Laperrière, Fred Simard, salut. D'ailleurs, Fred Simard, c'est lui qui fait le site Joli Rouge. Il n'est pas tout seul dans cette histoire-là. D'ailleurs, je salue ses partenaires. Excellent site, le Joli Rouge, sérieusement. Allez voir sur ma page Facebook, Eric Bed. J'ai fait un post justement. C'est le cidre. D'ailleurs, il y a une chanson de Dreadnought qui s'appelle Joli Rouge sur ce cidre. C'est mythique. Dans l'underground, on le connaît parce que Fred nous l'avait fait goûter avant qu'il soit disponible sur les tablettes. Mais il va être disponible éventuellement, j'imagine, partout au Québec bientôt. Mais pour l'instant, là, Saguenay, Québec, vous pouvez en avoir. D'ailleurs, je plug l'Axe du Malte. Salut les boys. Toute la gang de l'Axe du Malte, Tom, toute la gang, merci. Vous êtes incroyables pour vos conseils et tout. Vous pouvez retrouver, bien sûr, le cidre Joli Rouge là-bas. Donc, plongeons dans ce qu'est l'histoire de Fear! Et ça mérite un Hell yeah! Fear, la peur du punk, l'histoire du groupe qui a réellement fait peur. Si la scène punk californienne se caractérise sur plusieurs points à ses débuts, c'est surtout par la violence des spectacles que sa renommée va se faire vers la fin des années 70. Certains groupes l'ont alimentée en créant une scène dangereuse, mais surtout qui fait peur. Fear est de ces groupes qui l'ont forgé par une attitude nihiliste, mais surtout par une attitude violente, par une force de caractère inébranlable. La formation porte bien son nom, mais le prix pour porter le sceau de Fear est de lourdes conséquences. Pour bien comprendre la mythique formation Fear, il faut remonter en 1977, en Californie, à Los Angeles, une ville qui possède un niveau de criminalité élevé, ce qui mène à beaucoup de violence. Le punk a pris sa place dans ce contexte violent et les groupes qui l'ont forgé ont dû s'adapter pour survivre. Et oui, ça paraît étrange à dire, mais c'est une époque que c'était beaucoup de survie. Beaucoup de violence dans les spectacles qui menait aussi à des règlements de compte entre les gangs. Si vous avez lu l'histoire de NoFX, l'époque des années 80 au niveau de la scène californienne, il y avait on peut dire, il y avait les bleus et les rouges. Les gangs de rue se divisaient les territoires et il y a eu beaucoup de règlements de compte dans les spectacles punk. Se faire stabber dans le dos était scène courante durant les spectacles. C'est quand même quelque chose qu'on imagine qu'on a de la misère à concevoir, surtout ici au Québec, où on n'a jamais vécu une scène violente, à part peut-être le show de Madball. Bass Gagnon pourrait officialiser la chose. Le show de Madball était assez violent. Mais normalement, c'est assez rare. Mais à cette époque-là, c'était monnaie courante. Donc, le punk a pris place dans ce contexte violent. Et comme je vous dis, les groupes ont dû s'adapter. Fear est de ces groupes qui n'ont jamais eu froid au point où le groupe était prêt à tout pour avoir du succès. Le succès a été de la partie, mais de courte durée. Fear voit le jour en 77, comme je l'ai mentionné. Le groupe est formé par Living, chanteur de la formation, le bassiste Death Scratch, qui va recruter le guitariste Bird Good et le drummer Johnny Backbeat pour compléter la première bouture de Fear. Le groupe est basé autour du personnage qui est Living et la vision qu'il avait pour son groupe Fear. Il est important de savoir qu'il est un maniaque de cinéma et ça va être très important pour l'histoire de Fear. Et rêve d'être acteur et ce, avant d'être le génie créateur là, de cette formation punk. Fear est basé sur le concept de la peur afin d'intimider les bien-pensants, mais il reste que les musiciens sont des humains et que la plupart jouent un rôle. Surtout Living qui crée littéralement un personnage, le personnage le plus agressif de la formation. Ça peut paraître étrange de mettre en avant le concept de la peur dans un groupe punk, mais à cette époque, elle était présente partout. C'était omniprésent la peur dans cette scène-là. On savait jamais qu'est-ce qui allait se passer à un show punk, qu'est-ce qui pouvait arriver. Et je crois que cette peur-là cultivait justement le mouvement et c'est ce qui rendait edgy,
Tu sais, c'était comme, man, je m'en vais à un show punk, je sais pas ce qui va arriver. Aujourd'hui, on le sait tout ce qui va arriver, man. Le groupe a personnifié l'ultime attitude punk et cela va payer dès leur début. C'est en 1978 que le simple I love living in a city est lancé et cela va créer une incroyable vague dans la scène punk de LA, mais aussi dans la scène punk mondiale. Le groupe s'apprête à embarquer dans une aventure qui va les amener à des endroits inimaginables. La chanson est parue sur l'étiquette Criminal Records. La pièce a été enregistrée à 2 reprises, soit en 1979 pour leur première session et par la suite pour leur premier album intitulé The Record, Fear the Records. La pièce est avant son temps car elle se veut une parodie de la violence de la scène punk. Elle exagère les stéréotypes et montre ce que vous pouvez vivre à LA à cette époque, mais à l'extrême. La pièce va se retrouver dans des films et jeux vidéo des années 90. Donc, c'est sûrement là que notre génération, en fait, moi j'ai 38 ans, pour ceux qui sont de mon âge ou dans les environs, pour notre génération dans les années 90, c'est à travers ces jeux-là. Je vais les nommer un petit peu plus tard, vous allez comprendre, mais je pense que c'est ce qui a fait que vous connaissez entre autres ce classique qui est I Love Living in a City. Malheureusement, peu de temps après la sortie de I Love Living in a City, Good et Backbeat quittent le groupe et sont remplacés par Phil Kramer et Spit Sticks, qui sont considérés par plusieurs comme les membres originaux de Fear, puisque les deux autres n'ont pas été là super longtemps. Donc, quand on pense à Fear, c'est souvent ce line-up-là qu'on a en tête. C'est en 1980 que le groupe sera perçu comme l'un des principaux groupes de la scène punk grâce au documentaire de Penelope Ferris, The Decline of Western Civilization, la première partie. Le premier documentaire à couvrir la scène punk aux États-Unis. Vous la connaissez sûrement pour la réalisation du classique film Wayne's World et pour le vidéoclip, bien sûr, de Bohemian Rhapsody, qui, faut le dire, Bohemian Rhapsody de Queen a jamais autant percé que lorsque Wayne's World a sorti. Cette pièce-là a eu un plus gros succès, c'est ce qui a donné un second souffle à Queen et qui ont remercié beaucoup aussi Penelope d'avoir fait ça. Donc, comme vous voyez, à l'époque de Decline, Penelope était moins connue, mais elle allait vraiment se placer comme une grande réalisatrice, là, bien sûr, de la scène punk. Donc, tiré du film Wayne's World, bien sûr, Bohemian Rhapsody, film avec Mike Myers. Et elle ne se serait pas bien entendue durant le tournage avec Myers du film. Et elle blâme d'avoir convaincu les représentants de Paramount Pictures de ne pas l'avoir pris pour diriger la suite du film. Donc, c'est pas elle qui a fait Wayne's World 2. Elle a juste fait le premier. Mais elle est aussi la réalisatrice là, derrière The Beverly Hillbillies, pour en français les Pecnos de Beverly Hills, The Little Rascal, Black Sheep et Senseless. Peu de gens savent qu'elle avait été choisie pour réaliser le film culte Spinal Tap. C'était supposé d'être elle qui dirige le film Spinal Tap. Man, mon ampli va à 11. 11? Pourquoi 11? Parce qu'il va à 11. Mais elle avait été refusée pour diriger le film Spinal Tap au final. Penelope est née le 2 décembre en 1945. Son père a été tiré par coup de feu en intervenant lors d'une dispute raciale. Elle a lancé la carrière de plusieurs formations, mais surtout celle de Fear. Comme je vous disais, Fear va apparaître à la fin du documentaire de Decline of Western Civilization, ce qui met le groupe vraiment à l'avant-scène, puisqu'on a passé dans le documentaire Circle Jerks, Black Flag. Donc Fear devenait comme un peu les surpassés, puisque c'était la finale. Et ça avait été la même affaire pour la deuxième partie avec Megadeth. On retrouvait Megadeth après tous les groupes de glam rock, dont les... c'est quoi? C'est les Faster Pussycat. Oh my god. Désolé, je sais qu'il y a 2 fans, je suis désolé. On peut y voir un groupe violent qui n'offre pas dans la dentelle au niveau de leurs commentaires sur scène. Personnellement, j'approuve pas ce qu'on voit dans Decline Western Civilization. Tu sais, j'approuve pas la mentalité dégradante de l'époque contre les homosexuels. On entendait souvent le mot faggot, tapette. Malheureusement, le groupe a joué avec cette corde homophobe à leur début, mais heureusement, le groupe a su prendre du recul avec le temps et a rectifié le tir. Donc, un peu repenti. Je pense que tout mérite d'être pardonné, là. Tu sais, je veux dire, c'était la mentalité de l'époque. Si vous écoutez la pièce I'm Not a Loser des Descendants, il y a le mot, tu sais, je veux dire, c'était comme une mentalité, comme dans notre cours d'école, on disait ah, regarde la tapette, mais tu sais, c'était pas nécessairement contre le groupe des homosexuels, mais c'était juste pour provoquer les gens, mais c'était une façon
très mauvaise tant qu'à moi de provoquer les gens, mais néanmoins ça avait fait énormément parler. Il y a eu quand même une controverse pour l'époque là, autour de leur performance qui est très chaotique. Le groupe est signé par la suite par Bob Biggs, qui est le président de Slash Records et le mari de Penelope Spheeris à cette époque. Le documentaire attire l'attention du comédien John Belushi. Je vous parlais d'un joueur, d'un allié de force, c'est bien John Belushi. Faut mettre dans le contexte, pour nous, on l'a moins connu, notre génération, mais John Belushi, à l'époque de Saturday Night Live, était une immense célébrité. Il avait gagné énormément en popularité. Il était vu comme un des plus grands comédiens, un genre de tu sais, au niveau de Robin Williams, etc. Donc, Belushi, qui connaît un énorme succès, comme je vous disais, avec Saturday Night Live. Le groupe devient rapidement un de ses groupes favoris, ainsi qu'à un des scripteurs de l'émission. Il est un des 7 comédiens originaux de l'émission. Belushi a réussi à convaincre les producteurs d'inviter le groupe à performer lors du spécial d'Halloween. Ça n'a pas été une bonne idée. Donc c'est ça. Je crois que personne à ce moment-là pouvait prévoir ce qui allait arriver là, lors de la performance. N'oubliez pas qu'à cette époque, Saturday Night Live est live. Donc tout ce que vous avez vu là était filmé live. Donc on ne pouvait pas arrêter ou quoi que ce soit. Un coup que le show go on, le show go on. Donc c'est ça. C'était très chaotique. De la trame sonore du prochain film de John Belushi, Neighbors, mais la production a forcé la note pour que le groupe ne soit pas considéré pour la trame sonore. La pièce enregistrée pour le film n'a vu le jour que beaucoup plus tard, soit en 2015, et on peut y entendre Belushi sur la pièce, entre autres là, jouer de l'harmonica. Je vous conseille fortement d'aller l'écouter, c'est vraiment une bonne pièce de Fear, sérieusement. Belushi number one, en plus d'être un acteur, c'est un excellent musicien. Très jazzy comme personne, très blues. Vous connaissez les Blues Brothers. Donc, Belushi est une personne très ouverte au niveau de la musique. Donc, c'est ça qui leur a donné leur billet pour performer à Saturday Night Live. Cette performance va passer à l'histoire pour plusieurs raisons. Mais le fait que le groupe avait apporté un groupe de slam dancers, c'est-à-dire qu'il avait apporté le chum pour aller un petit peu partir le slam, faire un mosh pit à Saturday Night Live. Donc, on retrouvait dans ce groupe-là Ian MacKaye de Minor Threat, Tesco V du groupe de Meatman, Harley Flanagan et bien sûr John Joseph de la formation Hardcore Cro-Mags et John Branham de Negative Approach. Et lors de ce spécial, c'est l'acteur Donald Pleasence que vous connaissez pour son rôle dans Halloween. Il faisait le docteur Samuel Loomis. Si vous êtes des fans d'Halloween, là, il a été sur plusieurs là, des films de la série. Malheureusement, il est décédé, donc à son honneur, je trinque cette gorgée. Et pour nettoyer ma gorge, parce que je parle beaucoup. Je sais, je parle tout le temps beaucoup. Belushi n'était plus un acteur à temps plein pour Saturday Night Live à l'époque Fear a performé, mais il offrait des apparitions dans des sketchs. Ce fut le cas pour cet épisode car la production ne voulait pas garder les slam dancers dans la place et Belushi leur a offert de jouer dans cet épisode s'il laissait bien sûr les slam dancers là, participer. La raison est que tout est devenu hors de contrôle car la foule, les slam dancers ont pris d'assaut la scène, ils ont brisé plusieurs citrouilles sur le sol. On rapporte qu'un piano et des caméras auraient été endommagés. Je me rappelle plus du montant de la facture, mais c'était assez élevé. Malheureusement, le band va être banni à vie de Saturday Night Live. Aujourd'hui, les Ving trouvent ça drôle. C'est comme un gros honneur d'avoir été banni. Tu sais, un groupe punk, man, t'es banni de Saturday Night Live. C'est comme, yeah! We're punk! Malheureusement, cela amène par la suite des annulations de spectacles parce que les promoteurs ont peur de Fear. Donc, ils portent bien leur nom. Cependant, le coup le plus dur pour le groupe va arriver 4 mois plus tard seulement lorsqu'ils vont apprendre malheureusement le décès de Belushi. John Belushi est mort le 5 mars 1982 d'une overdose de Speedball, qui est un mélange de cocaïne et d'héroïne injecté par intraveineuse. Il aurait demandé de l'argent à son agent de longue date, Bernie Bernstein, qui refuse en premier temps, mais il va retourner le voir plusieurs fois durant cette journée, il finit par accepter. Il aurait été visiter son ami Robert De Niro avant d'aller rejoindre Cathy Smith chez elle, où
il semblerait que Robin Williams se trouvait et ce serait Caddy Smith qui lui aurait injecté la dose fatale qui l'a amené à faire un overdose. Smith a servi 15 mois de prison par la suite en décembre 1986 pour meurtre involontaire de John Belushi. Donc Fear perd un allié important. Ça va affecter la suite de leur carrière. Le premier album de la formation intitulé The Records sort le 16 mai 1982 et est produit par nul autre que Gary LeBeau. L'album a été enregistré en décembre 1981 au célèbre studio Sound City. D'ailleurs, Dave Grohl de la formation Foo Fighters et Nirvana a fait un documentaire sur ce studio-là et Lee offre une entrevue qui parle de l'enregistrement de cet album. D'ailleurs, pour l'occasion, il a enregistré une pièce avec Grohl. Il faut voir le documentaire pour comprendre l'ampleur de cet album en qualité sonore pour un groupe de punk. Le groupe dit avoir fait faire des cauchemars aux techniciens de son tellement ils jouaient rapidement. Mais la qualité sonore de cet album est encore inégalée. Allez voir ce documentaire-là, c'est vraiment intéressant. Puis à ce jour dans l'univers du punk, il n'y a pas d'album qui a sonné comme ça puisque la console c'était enregistré sur une console qui s'appelle la Neve 8078. C'est une console mythique qui est devenue légendaire. C'est un peu l'Excalibur du son. C'est une console super technique inventée par une personne non seulement qui connaissait beaucoup le son, mais qui était un peu mathématicien, etc. C'est très difficile de gérer cette console-là, mais le son qui est produit par là est incroyable. Il faut dire que la voix aussi de Lee est unique. En plus, lorsqu'elle est combinée au jazz et blues, elle offre quelque chose de différent. D'ailleurs, Lee a souvent mentionné avoir joué dans des groupes de presque tous les styles musicaux, ce qui lui offre un vaste éventail de connaissances musicales. La force de Fear est vraiment là. Toute cette ouverture musicale-là, qui est repitché dans la formation, ça donne quelque chose d'unique. Surtout à cette époque-là où le punk était vraiment comme garoché, si on veut, et beaucoup moins structuré. Fear a amené une structure à ce niveau-là, et on prouvait avec l'enregistrement de Fear the Records qu'il était capable de travailler non seulement avec une console qui est assez complexe, mais d'offrir aussi un album qui est très complexe. L'album reçoit de bonnes critiques, et encore à ce jour est considéré comme un des albums qui ont forgé le son punk rock hardcore. Les chansons sont bien montées, elles ont tous une attitude que je qualifierais d'expression dans tes dents, in your teeth. Kurt Cobain a listé l'album dans ses favoris. D'ailleurs, Nirvana a sauvé Sound City avec son album Nevermind. Def McKagan de la formation Guns N' Roses a mentionné écouter l'album avant de monter sur scène encore à ce jour. Dans la pièce de plus, la pièce Let's Start a War a été incluse dans la trame sonore du film Repo Man, ce qui a du sens puisque le personnage d'Emilio Estevez est un punk rocker. D'ailleurs, allez voir ce film-là. C'est weird, mais c'est quand même bon. Je dirais pas que ça a super bien vieilli, mais ça s'écoute quand même bien. J'ai toujours aimé Emilio Estevez, c'est quand même un bon acteur. Fear est un groupe qui maîtrise leur instrument, leur rage et leur source de détermination, et cela est l'arme ultime pour le groupe. Bien sûr, cette rage est entretenue par la consommation de bière excessive, à ne pas consommer excessivement, à déguster, comme les excellentes bières de Nouvelle-France, buvez local. Le groupe est reconnu pour faire la promotion de beuveries sans fin et leurs chansons le supportent bien. Le groupe part dans une tournée massive pour faire la promotion de l'album qui a été connu par la suite. C'est ça, là, ils partent en tournée massive pour faire la promo de cet album qui gagne en popularité, mais c'est à ce moment-là que Lee va virer Death Scratch, qui sera remplacé brièvement par Eric Feldman, qui a été connu par la suite pour avoir joué avec PG Harvey et Frank Black, du chanteur de la formation de Pixies. C'est Flea des Red Hot Chili Peppers qui va le remplacer, faire partie en 1983 de la célèbre... il va le remplacer et par la suite, il va faire partie en 83 de la formation Red Hot Chili Peppers. Donc, il va devenir le bassiste de Fear pour une courte durée. Pendant 1 an et demi environ, là, il va être remplacé par Lorenzo Bunn. Vous allez souvent voir des photos de Fear avec Flea, puisque ça a aidé la formation plus tard, puisque comme Red Hot Chili Peppers a eu un grand succès, les fans ont commencé à chercher un peu le background, si on veut, de chaque membre, dont Flea, et les gens ont découvert justement la formation Fear à travers ça, en sachant qu'ils avaient joué durant 1 an et demi là, avec Fear. Le deuxième album de la formation est produit par Living. La conception de l'album débutera en 1983 et va se terminer en 1984. L'album More Beer verra le jour en 1985. Le groupe mentionne avoir enregistré en 2 jours, mais c'est faux, c'est pas vrai ce qu'ils disent, car il aurait
aurait pris presque 2 ans à enregistrer. La pièce qui ouvre l'album, The Mouth Don't Stop, The Trouble with Woman Is, se retrouvera sur la trame sonore du très célèbre jeu Grand Theft Auto 5, qui est tellement long. Quand tu veux tout faire, là, c'est long en tabarouette. Mais j'avoue que je tripais à écouter la radio. Je pense que c'était le poste Channel X, si je me trompe pas. Et c'était nul autre que Keith Morris qui faisait l'animateur de radio. Keith Morris des formations Black Flag et Circle Jerks et Off. Excellente formation Off, sérieusement, c'est vraiment hot ce qu'ils font. Donc c'est à ce moment que Bunn quitte le groupe en 1988. Pour ceux qui se sont joints à nous, on est en train de faire l'historique de la formation Fear. Donc merci d'être là, merci à tout le monde, sérieusement, de suivre ça. Donc on est en 1988. Le groupe lance leur premier album en spectacle en 1991. Il est intitulé Live for the Records. En fait, le spectacle de cet album a eu lieu en 1985. C'est alors que le groupe va engager Will McGregor en tant que bassiste. Le groupe offre une longue tournée qui va prendre fin en 1993 avec la séparation du groupe. Malheureusement, Kramer et Styx racontent que les constantes disputes sur l'argent, le manque d'apathie de Lee et ses convictions politiques de la droite ont eu raison de Fear. Pendant les 2 années suivantes, Lee va former le groupe Leaving's Armies avec Sean Cruz, Scott Tunes et Andrew Jimmies. Ce line-up deviendra le nouveau line-up de Fear. C'est en 1995 que le groupe sort leur 3e album, Have Another Beer with Fear. Beer, tout est autour de la bière avec Fear. En 1998, la pièce I Love Living in a City est utilisée dans le film SLC Punk, qui devient un peu un film culte sur la culture punk. Il est suivi en 2000 par l'album American Beer, qui comprend des pièces qui ont été écrites au début de la formation, mais qui n'ont jamais vu le jour pour la plupart. Il est le dernier album officiel du groupe. L'album est enregistré avec les musiciens Richard Presley et bien sûr Mando Lopez qui remplace bien sûr Jimmy's. En 2004, la pièce I Love Living in a City apparaît dans le jeu Tony Hawk Underground 2. Faut se rappeler qu'à l'époque, Tony Hawk avait fait un run de marée. Sans blague, l'impact que ce jeu-là a eu, autant pour les skateurs que pour les musiciens, a été incroyable. Ça a relancé des carrières de groupe et ça nous a fait connaître à une génération qui était plus skatepunk mélodique, justement des vieux groupes comme Fear, via la trame sonore. Et comme vous le savez, à Tony Hawk, il y a beaucoup de recommencer. Fait que, tu sais, souvent, je sais pas si vous étiez comme moi, mais quand j'avais joué souvent, j'avais comme mes pièces préférées. Fait que quand je recommençais, quand je faisais mon retry, j'allais choisir ma pièce. Là, après ça, je faisais mon retry. Fait que c'était quand même assez long entre les shots. Fait que, tu sais, quand tu te bêchais au début, t'es comme damn! Puis là, t'as recommencé à setter ta pièce, puis t'as recommencé. Excellent jeu, sérieusement. Le groupe va participer à quelques spectacles ciblés entre 2000 et 2012. Le groupe décide, pour des raisons obscures, de réenregistrer leur épique album Fear the Records avec le nouveau line-up. Malheureusement, mais en fait, c'était assez clair qu'il serait mal reçu par les fans et les critiques. J'imagine que l'argent est à la base là, de cette décision-là, car il faut se rappeler, comme je vous disais tantôt, que l'album a été originellement enregistré avec la fameuse console Neve 8078 qui offre un son unique. C'est en 2018 que les membres originaux vont se réunir avec Kramer et Styx, que je vous disais, là, la bouture qui était la plus connue de Fear, avec comme ajout l'ancien bassiste de la formation AFI. Goff Kresk, j'ai de la misère avec certains noms. Eric Razzo, excusez, je suis francophone, fait que je vais à bonne franquette. Désolé à toutes ces personnes qui ne parlent pas français, qui n'écoutent pas cette capsule-là et qui ne sauront jamais que j'ai massacré leur nom. Je suis désolé, man. Désolé. Le groupe a été repris par plusieurs formations légendaires, dont Bad Religion, Guns N' Roses, Megadeth, Soundgarden, Turbo Negro. Une formation légendaire qui restera gravée comme des grands pionniers de la scène punk américaine. Donc, c'était l'histoire de la formation Fear. Histoire très intéressante. D'ailleurs, Lee a joué dans le film Clue, le fameux film Clue. Vous connaissez sûrement le jeu Clue. Bien sûr, Lee a participé au film. Donc, comme je vous disais, il avait un rêve d'une carrière d'acteur qu'il a quand même réalisé.
Donc c'est ça, c'est une formation qui est vraiment intéressante. Si vous voulez, vous pouvez aller sur la page de Punk Academy. J'écris des textes sur cette page-là, justement, historiques. C'est un peu la façon que je fonctionne, là. Comment je fonctionne pour faire ces capsules-là, c'est qu'en première prémisse, je vais aller chercher toute l'information, je vais lire toutes les entrevues. S'il y a des documentaires sur la formation, je vais les écouter. Et par la suite, je vais commencer mon écriture. Donc, le processus d'écriture est quand même long. Je fais la correction et ensuite, je publie les textes, là, souvent en 1, 2 ou 3 parties. Et par la suite, une fois là, que j'ai publié ça, peut-être une semaine après, je vais enregistrer là, la capsule en m'aidant bien sûr là, des textes que j'ai écrits. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir pris du temps sérieusement pour écouter cette capsule-là. C'est vraiment génial. J'ai des bons commentaires. Vous êtes vraiment cool, sérieusement. Je trouve ça hot. Comme je disais, l'émission n'a pas eu lieu pendant 10 semaines. C'était assez dur pour moi. Je pense que tout le monde vit le COVID-19, cette situation-là de pandémie, l'isolation différemment. Mais là, on recommence à vivre, donc ça fait du bien. Comme je vous disais en début de capsule, pour ceux qui se joignent, bien sûr, on va mettre cette capsule-là disponible sur la page YouTube de Prescription Punk Rock. Et Prescription Punk Rock va être de retour, préenregistré sous peu, très bientôt. Suivez-moi sur Facebook et vous allez voir ça. Hey, j'aimerais saluer Dave Bacon, Pierre-Luc Tifo. Salut, man. PL, c'est génial ce que tu fais, félicitations. Écoutez punkrockradio.ca. Je vais en profiter aussi pour saluer Chris Brochu. Chris, t'es génial aussi. Je le sais que vous travaillez très fort avec punkrockradio.ca. Allez les encourager, écoutez ça, sérieusement. C'est une radio qui stream 24/24 du punk rock. Ils vont remettre en rediffusion presque toutes les émissions punk rock animées au Québec. Sérieusement, sans eux autres, je ne sais pas ce que je serais. Je serais encore le vieux crouton que je suis. Non, sérieusement, merci. Merci à vous autres, vous faites une sacrée bonne job. Salut Carl! Yo man! Je bois de la Nouvelle-France. Donc, je me répète encore, mais allez joindre notre page Facebook, allez liker nos groupes Facebook de Prescription Punk Rock. Et la prochaine capsule sera sur la formation Television. La fameuse formation qui a été électrocutée au CBGBs. Si vous avez jamais vu le film sur le CBGBs, allez checker ça. C'était dirt comme ça. D'ailleurs aussi, il va y avoir une capsule que je vais faire en partenariat avec Bass Gagnon, Bass Hardcore. On va faire une capsule justement sur le hardcore, sur l'histoire de ce mouvement. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. Là, je me mets là-dessus avec Bass sous peu. Donc merci, laissez vos commentaires. Merci Martin Bussière. Laissez vos commentaires. Écoutez, on le fait par passion. Ça prend beaucoup de temps là, à monter, comme je vous dis. Là, c'est assez malade, mais c'est vraiment le fun à faire sérieusement. Je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est très intéressant aussi de plonger dans l'histoire de des bands. Et vous allez voir, là, tu sais, je pourrais le faire sur NoFX ou sur Offspring, mais tu sais, on connaît ces histoires-là. J'aime mieux aller puiser dans des formations que souvent vous connaissez de nom, mais que vous n'avez pas nécessairement écouté régulièrement. Pour la plupart d'entre vous, je le sais qu'il y a plein de fans là, qui connaissent la formation puis trippent, mais il y en a beaucoup aussi. Tu sais, je pense à Television, je connais pas tant de fans de Television ou des gens qui connaissent beaucoup ça, mais qui connaissent le nom et connaissent pas l'histoire du band. Donc, je trouve ça important de cibler là, des groupes peut-être plus méconnus, qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient et de vous les faire découvrir là, 20, 30, 40 ans plus tard. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Faites attention à vous autres, supportez la scène locale, bien sûr, achetez de la musique locale, buvez local et même si vous ne buvez pas de bière, pas besoin de boire de l'alcool pour se faire du fun dans la vie, pas besoin des drogues. Vous pouvez vous le faire naturellement si vous buvez du café, si vous buvez du... je vais le prononcer tout cas, ma blonde va rire. Du kombucha. Je trouve ça tellement dégueulasse. Mais si vous aimez ça, il y a des bons producteurs locaux. Allez fouiller, c'est intéressant, c'est tout le temps le fun. Soyez geek du Québec, soyez geek des artisans locaux, soyez geek de ce qui vous entoure. C'est important, sérieusement. Découvrez, posez-vous des questions et je vous aime d'un amour tridimensionnel. Stay punk, stay safe. Prescription Punk Rock s'en vient, man! Ça s'en vient! Hell yeah!